Notre invité ce matin est François Heilbronn. François Heilbronn, bonjour. Laurence. Merci infiniment d'être venu en direct ce matin en ce jour de Yom HaShoah. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Mémorial de la Shoah. Alors, comme chaque année, à l'occasion du Yom HaShoah, le Mémorial organise la traditionnelle lecture des noms, mais aussi des projections et des rencontres, tout cela en ligne et sous le haut patronage, rappelons-le, du président de la République, Emmanuel Macron, sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, en partenariat avec l'Association des fils et filles des déportés juifs de France, le Consistoire de Paris et à l'initiative de cette cérémonie Judaïsme en mouvement. Le moment fort de cette cérémonie, c'est bien sûr, comme tous les ans, la lecture ininterrompue des noms sur 24 heures. C'est ainsi que depuis hier soir, 19 heures, jusqu'à ce soir, 19 heures, s'égrènent les noms de victimes de la Shoah. Cette année, sont lus les noms des Juifs de France déportés par les convois 6 à 37. Alors, François Heilbronn, pouvez-vous nous rappeler l'histoire tragique de ces convois et les jeunes victimes qui y furent entassées ? Tout à fait, Laurence, et merci pour votre invitation sur Radio J en ce jour de Yom HaShoah. Et avec cette festivité française de la commémoration de Yom HaShoah, vous avez rappelé dans vos titres les commémorations en Israël. En fait, en France, c'est le seul pays au monde où pour Yom HaShoah, au-delà des cérémonies d'hommage, de recueillement, d'émotion, de rassemblement, c'est le seul pays au monde où depuis 1991, à l'initiative du rabbin Daniel Farhi, et des fils et filles des déportés juifs de France et avec Serge Klarsfeld, a été instituée la lecture ininterrompue pendant 24 heures des noms des juifs déportés de France. Et j'en parlais avec Daniel et Serge, et quand ils ont créé cette cérémonie, ils se sont dit en 24 heures, nous pourrons lire les 76 000 noms. On n'avait aucune idée de combien il fallait de temps pour lire 76 000 noms. Et quand ils se sont mis à lire, ils se sont rendus compte en fait qu'ils arrivaient difficilement à dépasser 30 000 noms. Donc chaque année, nous lisons entre 31 000 et 32 000 noms. Effectivement, on s'arrête à un nombre de convois, donc le chiffre change un peu d'année en année. Cette année, ce sera 31 789 noms. Et donc, nous, un peu comme la lecture de la Torah à la synagogue, il y a une rotation, et il nous faut 2 ans et demi pour lire l'ensemble des noms des Juifs déportés de France. Et cette lecture des noms est tellement forte pour montrer l'ampleur d'un génocide que si, j'ai fait un petit calcul, si on devait lire les 6 millions de noms de juifs assassinés de par le monde, les noms des juifs assassinés d'Europe, les 6 millions, il nous faudrait 6 mois, ininterrompus 24 heures sur 24, pour lire 6 millions de noms. Il faut à peu près, il faut un jour pour lire 30 000 noms. Voilà. Donc, alors pour revenir à votre question sur les convois 6 à 37, en préparant le discours introductif que j'ai prononcé hier soir dans la crypte du martyr juif inconnu au Mémorial de la Shoah, j'étais absolument bouleversé, évidemment toujours bouleversé quand je dois préparer ce discours, mais plus particulièrement cette année parce que le convoi 6 est en fait le premier convoi qui contient des enfants. C'est un convoi qui est parti le 17 juillet 1942 de Pithiviers. À Pithiviers, il n'y avait que des hommes. C'était principalement les hommes qui avaient été raflés par la rafle du billet vert du 14 mai 1941 et qui étaient là depuis plus d'1 an. Et en fait, on commençait à vider le camp de Pithiviers parce qu'il y a eu la rafle du Veldiv qui avait démarré la veille et il fallait des camps pour aller mettre les internés du Veldiv. Et c'est la première rafle où il y a des enfants qui se font déporter. Et le premier convoi, le convoi 6, qui sont des convois où il y a des déportés. Deuxièmement, dans ces convois, il y a eu tous les enfants de la rafle du Veldiv. Sur donc les 31 789 noms que nous lisons depuis hier soir, 19h, il y a eu en fait 6 538 enfants. C'est-à-dire, le dernier convoi qu'on va lire, le convoi 37, est parti le 30 septembre 1942. C'est-à-dire qu'en 2 mois et demi, il y a eu 6 538 enfants juifs qui ont été déportés de France. Plus de la moitié des enfants juifs déportés de France ont été déportés dans ces 2 mois-là, août et septembre 1942. Et c'est absolument monstrueux. Il faut le rappeler sans cesse, face à certains polémistes qui n'ont aucune connaissance historique, que ces enfants-là, dans leur très 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 grande majorité, étaient français. Ce sont des enfants juifs français, arrêtés par les autorités françaises, internés par les autorités françaises à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, et qui ont été déportés vers les centres de mise à mort de Birkenau à l'été 1942.
Alors, ce sont, je crois, 200 personnes qui lisent tour à tour, à partir donc des listes, hein, comme vous l'avez dit à l'instant, issues du livre mémorial de la déportation des Juifs de France de Serge Klarsfeld, les noms de ceux dont il ne reste que le nom, selon l'expression de Simone Veil. Qui sont ces 200 lecteurs ? En fait, cette année, ça a été un peu particulier parce que les autres années, évidemment, depuis 2005, nous sommes sur le parvis du mémorial de la Shoah. C'est un parvis ouvert. Les gens s'inscrivent auprès de Judaïsme en mouvement tout au long de l'année. Ils choisissent généralement le convoi dans lequel ils veulent lire, parce que c'est un convoi où il y a un ou plusieurs membres de leur famille. Et donc, on donne entre 30 et 50 noms à lire. Et donc, sur un convoi, il y a une trentaine, quarantaine de personnes qui peuvent lire. Cette année, pour les conditions sanitaires, on a beaucoup réfléchi au format avec l'équipe formidable qui m'entoure de la commission Yom HaShoah, de Judaïsme en mouvement, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, du Mémorial de la Shoah. Et les fils et filles, on s'est dit, il faut qu'on soit en présentiel. On sait qu'il y a l'épidémie, le confinement, mais il faut qu'on soit en présentiel. Donc on a monté un format hybride, c'est-à-dire que pour chaque convoi, on a demandé 9 à 10 lecteurs, pas plus. Lire un convoi, ça prend à peu près 1 heure, qui sont présents dans la crypte du mémorial. Il n'y a que dans la crypte du mémorial, avec une équipe de télé pour filmer. Et à tour de rôle, ils lisent une centaine de noms. Et vous pouvez suivre, et je vous encourage à vos justement, auditeurs. C'est ce que j'allais venir, que vous puissiez... Et donc, ces 200 personnes, c'est pour les 20 convois qu'on va lire. Il y a 9 à 10 personnes par convoi. Et ce sont presque uniquement des fils et filles, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de déportés qui viennent lire le nom des membres de la famille. Il n'y a aucune personnalité cette année qui n'a lu. Les autres années, il y a une cérémonie dite républicaine avec Anne Hidalgo, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, Jean-Michel Blanquer, les dirigeants de toutes les grandes institutions communautaires. Oui. Cette année, il n'y avait pas. On n'a pas fait cette cérémonie d'ouverture pour des raisons justement de confinement. Sanitaire. Voilà, J'ai juste prononcé un discours introductif pour expliquer le cadre de la cérémonie, rappeler les convois. Après, il y a eu un très beau témoignage de Julia Wallach, rescapée du convoi 55. Après, il y a 3 enfants du Talmud Torah du MJLF devenus Judaïsme en mouvement qui ont allumé 6 bougies à la mémoire des rescapés. Et pas en différé, mais en image vidéo, il y avait 6 rescapés filmés à distance qui ont rappelé pourquoi on allumait ces bougies. Et puis après, on a commencé la lecture des noms qui est en continu actuellement, et je vous encourage à aller voir sur le site du mémorial. Et qui se termine donc ce soir à 19h. Tout à fait, qui se terminera comme toujours par le El Maleh Ramim et le Kaddish prononcé par les rabbins qui seront présents. Alors Yom HaShoah est, rappelons-le, la date retenue par l'État d'Israël pour la commémoration en mémoire des victimes de la Shoah et des héros de la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors j'ai envie de vous poser cette question. Quelle place l'État d'Israël tient-il aujourd'hui dans la transmission de la mémoire de la Shoah? Est-ce que c'est un refuge? Est-ce que c'est un espoir? Est-ce que c'est un idéal? Voilà. Revenons, si vous le voulez bien, à cette notion, cette place d'Israël dans la commémoration de la mémoire de la Shoah. J'inverserai votre question. Quelle place pour Israël la mémoire de la Shoah en Europe est-elle? Je voudrais rappeler une anecdote que peu de gens connaissent en fait. Le mémorial de la Shoah en France a été créé en 1943, en plein pendant les programmes d'extermination en avril 1943 à Grenoble par un groupe de résistants juifs qui avait cette vision qu'il fallait ramasser les preuves du crime. C'était le Centre de documentation juive contemporaine. En 1953, Isaac Schneerson, le créateur de ce centre, visionnaire, a dit qu'il faut créer un lieu. Et inspiré par les modèles républicains, inspiré par la flamme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, il voulait le mémorial du martyr juif inconnu. Et il crée en 1953 le mémorial du martyr juif inconnu, qui deviendra plus tard en changeant de nom le mémorial de la Shoah. Et il va avoir un comité de parrainage formidable. Grand-duc de Luxembourg, un prince d'Angleterre, Churchill, De Gaulle, il va avoir Ben Gourion. Et Ben Gourion, quand il apprend ça, il dit « Quoi ? Un mémorial en galoute et nous, on n'a rien ici ?» Et en 1956, la Knesset fait passer la création de Yad Vashem. Donc le mémorial de la Shoah est le père de Yad Vashem. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, les preuves. Les preuves du crime, elles sont ici. Les sources du crime, elles sont ici. C'est le seul vrai grand mémorial, vrai grand musée, vrai grand centre d'archives. Nous avons plus de 40 millions de pièces d'archives sur le crime, sur le territoire du crime. Yad Vashem, c'est en Israël, c'est formidable, ils font un travail extraordinaire, mais il n'y a pas eu de crime en Israël.
Le Holocaust Museum, dont je n'aime pas le nom, à Washington, est encore moins sur le lieu du crime. Il est à la limite sur le lieu où on a fermé les yeux sur le crime. Oui. Mais le vrai grand centre de la mémoire de la Shoah mondiale est à Paris et au mémorial de la Shoah, rue Geoffroy-Lanier, dans le vieux Shtetl. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à cette notion de mémoire et de transmission avec cette question toute simple. Quelle signification donner aujourd'hui à la mémoire de la Shoah et faire que cette transmission reste toujours vivante malgré la disparition, malheureusement, un par un, des rescapés aujourd'hui? Il y a une expression au mémorial que nous détestons. C'est devoir de mémoire. Voilà, et j'allais y venir justement, c'était une de mes dernières questions avec cette... cette approche de Simone Veil qui disait que justement la mémoire n'était pas un devoir mais un travail. Exactement. Nous ne sommes pas là pour faire des leçons de morale. Nous sommes là pour enseigner l'histoire, transmettre, raconter et peut-être, parce que c'est quand même très compliqué, essayer de comprendre. Comprendre justement quand on arrive à un processus génocidaire, processus criminel d'extermination de masse d'une population donnée. On le fait évidemment sur la Shoah et le génocide des Juifs. Mais par exemple, hier matin au mémorial, Ibuka, qui est l'association des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda, dont on commémorait le 27e anniversaire du génocide hier, a souhaité, et c'est très symbolique, a souhaité que cette commémoration ait lieu au mémorial de la Shoah. Et nous les avons évidemment accueillis avec grand bonheur, parce que nous travaillons avec eux depuis le début. Nous avons une exposition il y a 2 ans sur le génocide des Arméniens, et nous essayons de comprendre les mécanismes des processus génocidaires. Ils sont différents, mais il y a des points communs. Et donc, ce qui compte, c'est enseigner l'histoire pour essayer, évidemment, qu'elle ne se renouvelle pas, en tirer des enseignements sur les mécanismes de haine, de préjugés, d'insultes, de montée de la violence, et souvent de passage à l'acte criminel et génocidaire. Et donc, notre rôle, c'est un rôle de formateur, de pédagogue, d'historien, mais surtout pas de moraliste. Et quel message, ma dernière question, quel message délivrer aux jeunes aujourd'hui, notamment aux jeunes lycéens, ou avec toutes les problématiques que l'on rencontre au niveau notamment de la transmission de la Shoah, de l'évocation, de l'enseignement de la Shoah dans les collèges et les lycées? Qu'est-ce que vous auriez envie de délivrer comme message? Je dirais comme à tous, sur tous les sujets, lisez. L'important, c'est de lire. S'instruire. Oui, lisez. Non, mais lisez. Oui. Parce que souvent, maintenant, ils s'instruisent par l'image. Lisez les livres, lisez les témoignages, lisez les textes historiques. Essayez de comprendre 3 choses très différentes. 1, quelle était la logique des bourreaux? Il faut comprendre comment les bourreaux fonctionnent, parce que pour pouvoir les identifier et les combattre, les bourreaux qui peuvent revenir. Deuxièmement, lisez les victimes, pour comprendre ce qu'ont vécu les victimes et comment elles ont réussi à survivre ou pas survivre. Et enfin, lisez les histoires de héros, de résistants qui vous inspireront, parce qu'ils vous montreront que face à la barbarie, chacun d'entre nous a la liberté de choix, a la liberté de choisir, de résister, de combattre et de faire que la barbarie ne soit pas vainqueur. Eh bien, c'est sur ce message d'espoir et de transmission aux jeunes générations que s'achève notre entretien. François Heilbrunn, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Je renvoie effectivement à la lecture, à la suite de la lecture des noms sur le site du mémorial de la Shoah qui est à voir en direct. On peut y participer en direct. Tout à fait. Ouais. Et également sur la page Facebook du mémorial de la Shoah. Vous l'avez en direct jusqu'à 19h ce soir. Merci beaucoup et belle journée à vous. Merci Laurence, bonne journée. Radio